Anne-Sophie Gaudon-Ransonnet, directrice innovation de Malakoff Médéric Humanis. Bonjour madame. Jean Carinti, cofondateur du Lab L'Hermitage, qui est un tiers-lieu et transformation des modalités de travail. Et Jacques-François Merchandise, délégué général de la FING, sur le sujet du numérique responsable. Anne-Sophie Gaudon-Ransonnet, je vais démarrer avec vous. Vous êtes directrice innovation de Malakoff Humanis. Vous suivez au long cours les nouveaux usages dans le rapport au travail que nous pouvons tous avoir. Et récemment, vous avez publié une étude sur le télétravail en France. Une étude qui a duré 3 ans, donc c'est quand même une étude qui a permis de voir loin, de manière à avoir un panorama le plus complet possible. Forcément, le confinement est venu percuter cette analyse, voire on a accéléré la réflexion, puisque des millions de travailleurs ont d'un coup d'un seul expérimenté le télétravail, quasiment du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez nous donner la substantifique moelle de la synthèse que vous pourriez faire de cette étude qui a duré 3 ans, en peu de mots? Aujourd'hui, on a à peu près 50% des salariés du secteur privé qui ont connu le télétravail, soit parce qu'ils le pratiquaient avant, soit parce qu'ils l'ont découvert. Donc ça, c'est la première chose. Et peut-être aussi ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on a vu le télétravail se démocratiser. Donc c'est plus seulement le sujet finalement des cadres ou des managers en Île-de-France, dans les services et dans les grandes entreprises, mais c'est aussi finalement une forme de travail pour de nombreux salariés dans la France entière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous, on pousse et finalement, on a compris qu'il fallait un télétravail qui soit raisonné et raisonnable. Alors, pourquoi raisonner ? Parce que dans télétravail, il y a travail, et donc le télétravail n'est qu'une forme d'organisation finalement parmi d'autres. Donc il faut d'abord penser le travail, d'abord penser son organisation, et ensuite seulement se poser la question de la place du télétravail dans l'organisation du travail. Si on ne fait pas cet exercice-là, eh bien, on risque de se retrouver finalement avec des problématiques, soit effectivement individuelles, voire même des problématiques de performance et de productivité pour l'entreprise. Donc, un télétravail raisonné et puis un télétravail raisonnable. Ce qu'on a connu pendant le confinement n'est pas le télétravail normal. On le voit bien, et d'ailleurs les salariés ne veulent pas d'un télétravail total comme ils ont pu le connaître. Les salariés aujourd'hui, ils nous disent, on aimerait, en gros, on pense que le bon équilibre, c'est 8 à 9 jours par mois, ce qui fait à peu près 2 jours par semaine. Alors pourquoi ça ? Eh bien parce que s'il y a des bénéfices, et vous les avez cités, il y a aussi quelques risques liés au télétravail, des risques d'abord pour la santé physique. On a des conditions de travail qui sont pas celles qu'on a au bureau. Très peu de salariés ont un espace pour pouvoir travailler, ce qui rend aussi compliqué la séparation des temps de vie. Donc des risques physiques, des risques psychiques, parce qu'on a du mal à séparer nos temps de vie pro et perso, parce que souvent on a donc des journées qui deviennent plus longues, parce que la charge de travail est parfois plus importante, et puis parce qu'il y a cet isolement social. Les salariés en télétravail, même si les liens ont été maintenus pendant cette période de confinement, eh bien les salariés ont envie d'avoir des contacts physiques avec leurs collaborateurs, et c'est important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Voilà, donc un télétravail raisonné, un télétravail raisonnable pour maximiser les bénéfices, et notamment ceux que vous évoquiez sur l'environnement. Maximiser aussi potentiellement des bénéfices sociétaux. Le télétravail peut permettre l'accès au travail de personnes qui potentiellement se verraient donc refuser le travail. Je pense notamment aux salariés handicapés ou à des personnes qui sont en maladie longue durée et qui ont envie malgré tout de garder un peu le travail. Voilà, donc des bénéfices, des risques, et donc un télétravail raisonnable. Est-ce que vous pensez que la crise va transformer en profondeur ce rapport que nous avons, justement, cette nouvelle manière de travailler ? Alors, les salariés le pensent, les salariés français le pensent, le disent. Ils pensent qu'il y aura un avant et un après. Je pense qu'effectivement, ça va avoir laissé des traces. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention à pas céder trop rapidement à la demande sociale qui est là, qui est forte. 90% des salariés qui ont télétravaillé
veulent poursuivre le télétravail. Donc, il y a vraiment une demande sociale forte. Je pense qu'il faut prendre un peu de temps pour justement penser le travail, son organisation et la place du télétravail avant de prendre des décisions. Et par exemple, dans un groupe comme le nôtre, on réfléchit d'abord à faire en sorte que peut-être un peu plus de salariés finalement télétravaillent plutôt que d'étendre le nombre de jours, même si parfois, encore une fois, la demande est là. J'ai plein de questions qui arrivent. Vous pouvez les poser sur le chat, bien sûr, sur le site anniversaireodd.fr ou même sur les réseaux. N'oubliez pas, j'en profite pour partager, commenter, témoigner, pourquoi pas, votre relation au travail sur le hashtag La France en transition. Les questions, je vais les poser un petit peu après, mais j'en ai, elles m'arrivent ici. Je vais les poser. Jean Carinti, bonjour Jean Carinti, vous êtes cofondateur de l'Ermitage. Alors c'est un tiers-lieu, mais c'est vous qui, en 2 mots, allez pouvoir mieux l'expliquer que moi. C'est quoi l'Ermitage ? Bonjour, merci de votre accueil. Un tiers-lieu, c'est un espace où, entre des activités collectives, des activités professionnelles, des activités non professionnelles, peut-être plus intimes, se joue une relation nouvelle. Donc un tiers-lieu, ça vient plutôt du monde anglo-saxon au départ, historiquement. Ce sont des espaces aussi où la médiation sur des nouvelles formes d'activités comme le numérique ont été au cœur des innovations. Et donc, alors vous avez cofondé le Lab L'Ermitage, mais alors c'est quoi le Lab L'Ermitage ? C'est un tiers-lieu particulier, j'imagine. Oui, c'est un tiers-lieu rural. Les tiers-lieux ont souvent été dans les lieux universitaires, notamment dans la fabrication numérique. Ils ont été aussi dans les lieux de transition de l'urbanisme, dans d'anciennes usines, dans la ville. Le tiers-lieu rural, lui, est un peu plus rare et plus nouveau. Nous, on est un domaine de 30 hectares, qui était un ancien domaine agricole, qui a été ensuite le siège d'une organisation internationale qui en faisait son lieu de formation, une ONG de développement, et qui a été mis en vente. Donc, ce qui caractérise un tiers-lieu rural dans la famille des tiers-lieux, c'est que c'est un lieu qui passe d'une vocation, qui était en fin de vocation et qui trouve une nouvelle vocation et une utilité sur son territoire. Donc l'Ermitage, c'est un lieu où se joue une partie en matière d'innovation dans le domaine de l'agroécologie, puisque nous avons une ferme de 2 hectares, une ferme maraîchère, avec un certain nombre de pratiques de l'agroécologie, et également un public local qui vient en circuit court acheter ces produits. Vous avez également un lieu, on va en parler par rapport à ce qui avait été évoqué précédemment sur l'avenir du travail, un lieu où viennent travailler des artisans, des cols blancs, des cols bleus, et en milieu rural, comme on est un peu au bout de la chaîne du travail et des mobilités, c'est un enjeu fondamental que d'avoir des lieux comme le nôtre qui permettent de concilier ces nouvelles façons de vivre et de travailler et d'être des lieux de prospérité aussi. Parce que un lieu comme l'Ermitage, c'est 30 hectares, mais c'est aussi 60 ETP à échéance de 5 ans quand on aura réussi à développer notre projet. Et quand vous dites que vous accueillez des cols blancs, des cols bleus, du rural, de l'urbain, ça se passe de quelle manière ? Parce que du coup, un tiers-lieu, c'est vrai que c'est un super espace pour décloisonner et pour faire se parler un petit peu tout le monde. Ça se passe de la meilleure manière possible entre les gens qui apprennent à vivre et à travailler ensemble. Vous avez donc des gens qui sont spécialistes de fabrication numérique, des gens du monde des Fab Labs, des artisans, des gens du fer, des gens du bois. Et à côté, vous avez des consultants qui vont travailler sur de la transition des territoires et qui vont bosser plus dans une logique d'espace de coworking. Puis vous avez aussi des gens qui travaillent à accueillir du public. On est un lieu aussi d'accueil de séminaires d'entreprise parce que c'est un de nos modèles économiques. Donc ils viennent des gens qui vont vivre une expérience hôtelière et une expérience de découverte d'un tiers-lieu. Donc tout ça nécessite une gouvernance et une culture on va dire de conciliation entre ces différents usages. Et c'est ce qui est très nouveau en milieu rural aujourd'hui, mais il faut imaginer que le village ou le territoire rural d'il y a un siècle était aussi un lieu de grande conciliation de modes de vie et de cultures professionnelles différentes. Donc on réinterroge cette histoire à l'aune des enjeux du XXIe siècle où la ruralité est aussi très fantasmée. Je crois qu'on l'a pas dit, mais c'est où ? C'est à 1 heure de Paris, un peu plus d'1 heure, entre Soissons et Compiègne. C'est dans un petit village qui s'appelle Autrèche, qui est dans la communauté de communes des Lisières de l'Oise. Et c'est donc un village de 750 habitants qui a été très marqué par l'histoire de l'agro-industrie et qui se cherche un avenir dans la transition. Donc on est au cœur des enjeux de cette soirée. Merci Jean. On y reviendra un petit peu après avec les questions. Jacques-François Marchandise, bonjour. Bonjour.
Vous êtes délégué général de la FING, donc qui est une association que vous avez cofondée en 2000 et qui questionne les potentiels et les enjeux de la société numérique. En gros, ça je la fais courte, mais en gros c'est ça. Vous êtes également professeur associé à l'université Gustave Eiffel, chercheur, prospectiviste. Alors, Jacques-François Marchandise, avant la crise, vous aviez initié un programme collectif qui s'appelait Reset, quel numérique voulons-nous ? C'était un plan sur 3 ans, 2019-2022, qui explorait de nouvelles voies, qui réfléchissait à de nouvelles voies autour de la transformation numérique. Là, avec la crise, j'imagine que... Est-ce que ça s'est accéléré ? Est-ce que ce que vous disiez s'est accéléré ? Ou est-ce que ça a percuté un peu quelques conclusions que vous aviez ? Ouais, le sujet de notre programme Reset, c'est vraiment de dire le numérique, c'est une sphère de choix dont il faut débattre et sur lesquels il faut arriver à élaborer ensemble. En fait, ce que la crise a révélé plus que jamais, c'est que elle est à la fois un formidable gisement de potentiel, hein, et elle a sauvé la mise d'énormément de gens qui auraient juste pas pu se débrouiller autrement en période de confinement, et y compris sur des aspects qui sont aussi des aspects de santé publique, mais de démarches administratives, mais d'accès à l'alimentation, etc. Et bien sûr, d'accès au travail et de maintien de l'activité économique quand ça a été possible. Et à côté de ça, c'est aussi un ensemble d'outils très ambivalents qui peuvent aller vers un numérique subi. Et ce qu'on constatait, c'est que beaucoup de nos usages du numérique sont des usages contraints et que progressivement, si on s'y prend pas bien, le numérique nous amène dans le champ du travail, par exemple, plutôt vers le 19e siècle que vers le 21e. C'est-à-dire qu'on est en train de revenir doucement au travail à la tâche, à une description du travailleur comme prestataire tout à fait extérieur de l'entreprise, à tout un ensemble de points qu'Anne-Sophie Godon a soulevé, comme les risques de dissolution du collectif, etc. Et que donc le numérique, ça se travaille. Et donc, où sont nos espaces de choix ? À quels endroits il faut éviter d'aller vers un numérique subi qui nous impose, par exemple, du télétravail subi, qui est une chose épouvantable. Et à quels endroits, au contraire, on arrive à réinventer, par exemple, les mètres carrés et le lien entre les temporels et les temps et les espaces du travail dans la société de demain. Il y a aussi un thème que l'on a vu émerger, alors accéléré ou pas avec le confinement, je ne sais pas, mais c'est le thème d'un numérique responsable. C'est comme si on avait tous pris conscience que le numérique devait prendre aussi sa part parce qu'il avait un impact assez solide sur les dégâts. Oui, c'est ça. Et en fait, moi, je suis pas tellement partisan de dire il y a la transition numérique, parce que le numérique n'est pas un horizon. En revanche, le numérique est structurant, il est tout un ensemble de dispositifs qui traversent la société, ce qui veut dire que si on ne s'y prend pas bien, dans les choix de ces dispositifs, dans les intentions qui sont encapsulées dedans, on peut tout à fait perdre la main. Et si on veut appuyer sur la touche Reset, c'est notamment la même raison pour laquelle je suis heureux de fêter l'anniversaire des ODD, c'est que le numérique d'aujourd'hui n'est pas du tout aligné sur les ODD. Nous sommes en train de faire un numérique qui est incompatible avec le monde de demain. Dans le monde de demain, nous avons des ressources plus limitées, nous avons tout un ensemble de pressions qui pèsent sur les humains et nous avons besoin d'un partage de la valeur tout à fait différent et nous avons besoin d'un numérique qui nous met en capacité. Ce que révèlent les situations de crise, par exemple, c'est que si nous sommes en position de pur subissant, ça se passe mal et que potentiellement, dès qu'on est dans une pure dépendance au lointain ou une pure dépendance à des acteurs qui ne vont pas pouvoir réparer les dispositifs numériques très complexes dans lesquels on vit, intervenir sur tout un ensemble de choses sur lesquelles on dépend d'une logistique mondialisée, etc., ça va mal se passer. Donc potentiellement, un des points clés de notre approche collective sur Reset, c'est d'aller vers un numérique des capacités humaines. Je vais passer rapidement aux questions. J'ai une question pour vous, Jacques-François Marchandise. Une question de Alice. Le travail à distance via le numérique renforce-t-il l'invisibilisation des inégalités entre les travailleurs ? Alors, invisibilisation, ça dépend complètement des organisations. Il y a des organisations dans lesquelles, au fond, les situations de travail à distance vont aussi permettre d'y voir plus clair. Sur tout un ensemble de difficultés, modulo ce que mentionnait Anne-Sophie, c'est-à-dire que quand on est dans du 100% télétravail, on n'est pas dans la même situation
que dans des situations de télétravail hybride. Quand on voit vraiment rien, quand des gens sont à distance chargés tout seuls de faire des tâches et de les exécuter, pour le coup, ce qu'on appelle le pilotage dans le cockpit, le fait que les managers soient trop loin des gens qui sont censés d'une part manager mais aussi accompagner, ça fait des catastrophes, hein. Ça fait des pressions insoutenables. Je passe à une autre question, une question reçue de la part de Actarus. Actarus, merci. Une question pour Madame Godon. Quelle est la pratique du télétravail chez nos partenaires européens? Y a-t-il des pays en avance sur nous? Quels enseignements peut-on en tirer? Alors moi, j'ai malheureusement pas de vision très large sur ce qui se passe en Europe, donc je peux pas répondre à cette question. Et puis, je crois qu'il y a une étude qui est parue, mais qui n'est pas complètement en fait comparable. Donc malheureusement, je peux pas répondre à cette question très très pertinente pour autant. Alors du coup, j'ai peut-être une autre question. Peut-être que c'est aussi, peut-être qu'en complément avec Jacques-François Marchandise. Une question de Noni, pourquoi refuser le télétravail que nous avons prévu dès 1971 en informatique? Est-ce que vous comprenez la question ou est-ce que... Moi, je compte sur vous, là. Moi, je suis pas sûre de comprendre la question, en fait. Moi, je la comprends, alors. Alors, allons-y. Non, ce que je pense, c'est que la possibilité du télétravail existe depuis longtemps et les facteurs d'échec du télétravail dans certains métiers, dans certains domaines ou dans certaines situations sont connus depuis longtemps. Il y a eu tout un ensemble de politiques d'aménagement du territoire prévoyant le télétravail qui ont été débriefées dès le début des années 2000 en disant en fait voilà pourquoi ça marche pas parce que les gens n'ont pas tous chez eux les mètres carrés nécessaires, les gens n'ont pas tous forcément un équilibre et on l'a vu en gros plan là pendant la période récente, n'ont pas tous une organisation familiale qui fait que bien évidemment le reste de la famille reste à l'extérieur d'une sphère protégée phoniquement, etc. Et aujourd'hui, 2020, c'est pas du tout vrai de dire que tout le monde a une connexion à haut débit impeccable chez soi. On en est extrêmement loin. Donc il y a 1000 facteurs, mais nous, les gens du numérique, on pense depuis le début que puisque c'est techniquement possible, c'est socialement souhaitable. Et moi, je pense qu'il faut mettre un gros bémol à ça. Il y a le télétravail choisi, c'est formidable. Le télétravail subi, c'est calamiteux. Anne-Sophie Godon-Ransonnet, oui. Ce qu'on peut dire en complément de ça, c'est qu'il y a encore des freins culturels importants. C'est-à-dire qu'il faut avoir franchi le cap du télétravail pour que à la fois les dirigeants et les managers l'envisagent de manière beaucoup plus sereine. Donc il faut pratiquer, comme dans beaucoup de cas. Et puis malgré tout, on l'a vu là au mois de mars et puis les mois qui ont suivi. Finalement, ça a été aussi un accélérateur du rattrapage, on va dire technique ou technologique dans les TPE, PME. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des problématiques d'équipement et tout n'est pas réglé, notamment en matière de sécurité des données. Quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, un des freins importants qu'ils mentionnent, finalement, c'est les enjeux de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont pu se débrouiller, on a pu effectivement, dans certains cas, s'organiser, mais les questions de sécurité sont loin d'être réglées. Donc, il va falloir aussi apporter des réponses aux plus petites entreprises sur ces questions-là. J'ai une question, ce sera la dernière question, une question pour Jean Carinti. Une question de Mélanie, comment l'exemple des tiers-lieux peut inspirer les modes de travail dans les entreprises et les institutions classiques? Je sais pas, les organisations, quoi. C'est une question qui est très, très perspicace et délicate. Inspirer, c'est dans la manière de considérer le lieu, le collectif et la démarche comme un triptyque, comme une équation. Quelque chose qui caractérise les tiers-lieux très fortement, c'est cette relation entre la symbolique d'un lieu qui est choisi collectivement avec un destin, un groupe de personnes qui s'y sentent partie prenante, qui s'y sentent actifs et qui s'y sentent en gouvernance, et puis une démarche qui est celle de quelque chose de plus grand que soi. Donc si on arrive à recréer ce lien dans les entreprises et dans les administrations entre les lieux où les gens travaillent, les gens avec lesquels ils travaillent et le travail qu'ils font sont alignés, je crois que les tiers-lieux peuvent jouer un rôle intéressant. Et en milieu rural, je fais un clin d'œil à tous les tiers-lieux qui existent en milieu rural. Les bâtiments dans lesquels ils sont des bâtiments qui ont beaucoup à dire au passé du travail. Les usines, les anciennes structures collectives de travail. Je vous donne juste un exemple. Une ferme au début du siècle en Picardie, c'était 120 collaborateurs pour 100 hectares.
Aujourd'hui, c'est plutôt un collaborateur pour 500 hectares, les grandes fermes. Donc on est sur quelque chose où on interroge le symbolique même du travail dans les tiers-lieux, en disant que si l'homme ne retravaille pas sur la Terre dans l'intérêt de notre planète, les objectifs du millénaire les ont bien évoqués, alors clairement, les lieux dans lesquels nous travaillons n'auront plus de sens. On pourrait développer très fortement cette symbolique et ce sens. Et là, les tiers-lieux ont quelque chose à partager avec les collectivités, avec les entreprises. Nous, dans la crise, on a été aussi un lieu de gestion de crise. C'est-à-dire qu'on a, grâce aux outils dont on dispose, organisé des relations entre les besoins, fabrication de masques, travail sur des respirateurs artificiels. On a imaginé un respirateur artificiel, on a fait des prototypes. Enfin, les tiers-lieux sont des lieux qui peuvent apporter beaucoup dans la réintégration du rapport de l'homme au travail au XXIe siècle. Et moi, j'espère qu'il y aura énormément de tiers-lieux qui vont émerger en rural comme en urbain. Merci Jean Carinti, merci à vous trois, merci d'avoir participé à cette émission.